chers internautes, deuxième version, 11e numéro, Critique Info. C'est un honneur de vous retrouver. Je suis content de vous retrouver. On continue. C'est la prospérité maintenant qui titre. La Cinco, les chiffres font polémique. Présidentielle 2018, Maître Aimé Kilolo revendique la victoire de Ramazani Shadari. La Cinco et sa posture électorale en corrélation avec la machination de Genève. Par Hubert Kaboussou-Babou Katoulondi, libre penseur et écrivain. Non, ici il n'y a pas de liberté de penser. Ici il y a une sorte de confiscation de pensée. Et malheureusement, et nous devons réfléchir aussi librement, de la même manière que vous, Maître Aimé Kilolo, avocat, comme moi. Je crois humblement que l'intellectuel doit jouer son rôle. L'intellectuel n'a pas pour rôle d'être tambourinaire. L'intellectuel n'a pas pour rôle de suivre quelqu'un qui n'a pas son niveau. Quelqu'un qui n'a pas son niveau académique. Je ne comprends pas. Nous sommes dans un pays où nous suivons que des gens qui n'ont pas les diplômes. Je ne vais pas ici parler de diplômes pour faire l'apologie des diplômes qui n'est qu'en réalité qu'une présomption de connaissances. Mais si je parle de l'élite, en fait, l'élite est un leader. L'élite n'est pas un suiveur. Il y a en anglais ce qu'on appelle le rulership. Le rulership et le leadership. En fait, le leadership, c'est en fait je dirais c'est l'aptitude de mener un groupe. C'est l'aptitude d'avoir une vision correcte de l'avenir et de revenir dans le présent, dire aux autres, prenons cette trajectoire, ça nous amènera à une bonne issue. C'est ça le rôle d'un leader. Vous avez des gens comme André Gide. Il dit, ce monde sera sauvé par quelques-uns. C'est-à-dire, ce n'est pas l'affaire d'une majorité. Être élite, ce n'est pas un pseudo-titre. C'est une consécration de l'intelligence, une consécration de la capacité de trouver des réponses aux questions qui vous sont posées. C'est là le rôle de l'élite. L'élite est un porteur de réponses à une question. L'élite n'est pas un poseur de questions. L'élite est un solutionneur de problèmes. L'élite ne fait pas des constats simplement. L'élite va au-delà des constats. Il fait un constat et il pose la problématique et il trouve des pistes de solutions. C'est ça le leadership. Ce n'est pas le rulership. Le rulership consiste finalement à tromper la majorité, à tromper les gens, miroitant, donnant l'impression d'être connaisseur alors qu'on ne l'est pas. Suivons ces gens qui n'ont pas votre niveau. Et c'est là le comble des Africains. La faim, la famine, si on peut le dire comme ça, mais je vais parler de la faim. La faim a finalement intégré les cerveaux des gens. Aujourd'hui, ça empêche les gens de réfléchir. Tout le monde réfléchit par le ventre et par la poche. Et ne pense qu'à sa petite famille. Comment je mettrai ma petite famille à l'abri? Laissons tout le Congo dans le pétrin. Ce pays n'a jamais eu la chance, malheureusement, la RDC n'a jamais eu la chance d'être gérée par des gros intellectuels. Non, pas du tout. Pas par des gros intellectuels. Ce pays a été géré par des amateurs intellectuels, des gens qui bricolaient dans l'intelligence, qui bricolaient. C'est vraiment pas vous insulter. Je n'insulte personne, mais réfléchissons. Monsieur Kassafou, vous n'avez pas un niveau intellectuel très avancé. Pas du tout. Pas du tout. Parmi les 500 élites, il n'y en avait pas plus de 100. Parmi les 100 intellectuels qu'on avait au Congo, on ne comptait pas Kassafou. C'était d'abord un séminariste qui avait un niveau élémentaire, comme son homologue Lumumba, qui n'avait vraiment pas des titres académiques assez élevés, mais ils avaient une conscience. Le problème, c'est celui-là. Ils n'avaient pas de titres, mais ils étaient éduqués. Vous avez un monsieur comme Kassafou, c'est le seul président qui allait en mission et retournait l'argent de l'État. C'est le seul. Quand on décaisse l'argent, on lui donne, il va en mission et ce qui reste, il remet. Avec son éducation, je vais dire, de prêtre, sa formation séminariste, lui a prédestiné à une sorte de valeur qu'il avait et qu'il protégeait. Mais ce ne fut pas un intellectuel sérieux, je veux dire, à la pointe de Kwame Nkrumah, à la pointe de Sékou Touré, de Julius Nyerere.
Pas vraiment. C'était un homme, un intellectuel ordinaire, pas organique, mais ordinaire. La même chose avec M. Lumumba. Pas du tout. Imprimé rien, il n'avait vraiment pas beaucoup de niveau, pas un niveau intellectuel très avancé, ce qui justifiait aussi beaucoup de ses réactions. Mais c'était quelqu'un de très sobre, de quelqu'un de très posé, je veux dire, calme qui voyait les choses. Même s'il y a eu beaucoup d'erreurs dans son parcours, on peut le dire, comme tout le monde d'ailleurs, mais ça reste quand même un intellectuel. Mais après, c'est Mobutu qui n'était pas aussi universitaire, pas du tout. Pas un universitaire, pas un intellectuel avéré. Mobutu il jouissait d'une capacité naturelle de leadership. C'était un leader fait. C'était un amoureux de la lecture, un amoureux de la culture. Ça lui a permis d'assister au niveau des intellectuels africains. Ce qui lui permettait de parler aux autres. Il avait une langue très facile, il avait un discours beaucoup plus propre, il était beaucoup plus fort dans sa communication. C'était un harangueur de masse, il pouvait communiquer, enfler tout le monde. Mobutu pouvait gagner. C'était un séducteur. Quand tu parlais, vous avez l'impression qu'il vous amène le ciel et la terre. C'était quelqu'un qui a finalement amené tout un peuple dans une histoire qui n'avait vraiment pas de contenu sérieux. Voyez-vous? Tatabo, Mamabo, Moko, Partibo, Moko. En fait, c'était un dictateur. Il vous dit, vous n'avez qu'un seul parti politique. Oui, dans le début d'une nation, vous avez toujours une hausse des dictatures pour régler les choses. Je suis tout à fait d'accord avec. Même la France a commencé par des royaumes, des empires, des dictatures et puis la démocratie. La démocratie ne vient que lorsque vous avez maîtrisé les secteurs économiques, quand vous maîtrisez les secteurs éducationnels. Les deux secteurs, quand vous les maîtrisez, vous pouvez maintenant parler de la démocratie. Mais lorsque vous n'avez pas cerné le contexte de l'éducation et de l'économie, la démocratie devient un poison. Parce que les idiots amèneront au pouvoir des idiots comme eux. Ils ne comprendront pas, malheureusement. Une démocratie dans un pays non instruit, c'est un système abject, disait Platon. Vous aurez des idiots qui se feront comprendre par des idiots. Et on en parlera un autre jour, toujours dans nos critiques. Lorsque vous prenez Laurent Désiré Kabila, la même chose. Pseudo-intellectuel. C'est vrai, intellectuel, mais comme Ngwanda appelle, semi-lettré. C'est quelqu'un de très intelligent, c'est vrai. Mais il a manqué beaucoup de discipline, il a manqué beaucoup de tact, il a manqué beaucoup de philosophie, il a manqué beaucoup de choses, en tout cas, pouvant faire de lui quelqu'un de très grand. Tenez, une confidence. Il va voir monsieur Mugabe. Il va le voir, il va le rencontrer en Zimbabwe, parce qu'il faut dire que Mugabe était vraiment proche à Kabila le père. Pendant qu'ils discutent, ce sont des confidences, pendant qu'ils discutent, Mugabe lui pose des questions. Il dit par exemple, Monsieur le Président, pourquoi venez-vous me demander des soldats alors que vous aviez une force à l'époque? Les forces armées zaïroises ont combattu partout en Afrique. C'était les gendarmes de l'Afrique. Comment vous revenez me demander des soldats que vous avez formés? Il a parlé des généraux qui ont été formés ici au Congo, à l'école de formation. Il dit, mais regardez, James Kabarebe avec qui vous êtes venu, mais il a étudié à Kananga. À Kananga, s'il vous plaît. Monsieur Kagame a été à Kananga. Il était là. Ils ont été formés là-bas, chez vous. L'élite militaire africaine a été formée au Zaïre. À l'époque de la phase, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on raconte que Mouzé dit en riant, il dit, mais non, mais toutes ces ex-phases-là, on les a liquidées, on les a chassées. Alors Mugabe, il dit, mais ah bon? C'est ce que vous avez vraiment fait? Et c'est Mugabe qui dit, vous ne vous en sortirez jamais. Vous avez effacé, vous avez radié les compétences. Et vous avez remplacé cela par des gens qui n'ont pas d'expérience. James Kabarebe ne peut pas conduire une armée. Ça, c'est Mugabe. Il ne peut pas conduire une armée. Il n'en a pas les compétences. Bon, c'était à l'époque, pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il s'est quand même distingué. Mais à l'époque, il ne peut pas conduire une armée. Bon, et après, c'était comme ça. Voyez-vous les erreurs? Il y a eu beaucoup d'erreurs, en tout cas, dans les chefs de M. Kabila. Mais il avait des visions. Il avait une vision qui, du reste, était bonne. Et vous avez M. Kabila, le père, Kabila Joseph. Il arrive au pouvoir, il a 29 ans. 29 ans, donc on ne peut pas être docteur dans son contexte. On peut être docteur si on a étudié, on a suivi un parcours logique. Mais M. Kabila n'a pas eu le temps de suivre un parcours logique, de par son historique. Il était à l'armée, il était Kadogo, il intègre l'armée, il devient général, colonel, bref,
il a une formation militaire. Donc, une formation académique sérieuse, peut-être qu'il a eu en passant, quand il est déjà président de la République. Et c'est très difficile quand on apprend en étant président. C'est très difficile, on ne sait pas vous donner 0, on ne sait pas vous donner 2, on ne peut pas vous coter convenablement parce que vous êtes le président, voyez-vous. Donc, c'est comme Machiavel le dit dans son livre, un prince apprend mal tout seul dans les livres. Donc, je crois humblement que ce Congo n'a pas eu la chance d'être dirigé par des porteurs d'intelligence. C'était dirigé par des gens qui étaient moyens, ou on peut dire comme ça. Mais un grand pays comme celui-ci, on n'a jamais été dirigé par des intelligences. Donc, voilà un peu l'élite congolaise où elle a dérangé. Maintenant qu'on a la chance, parmi les 3 candidats qu'on a aujourd'hui, il y en a 2 qui sont des porteurs des vrais et des sérieux diplômes. Et puis il y en a un qui n'a vraiment pas de diplôme, comme on peut dire comme ça. Hein? Mais il a un diplôme, on peut le dire. Donc ici, j'aimerais faire comprendre aux Congolais une seule chose. C'est, quand je lis les argumentaires de Maître Kilolo, j'ai mal au fond de moi. J'ai très mal. Quand je vois une intelligence comme Maître Kilolo, faire des courbettes comme ça, c'est lancer même à ce que moi je peux appeler des infractions. Parce qu'on a interdit, la loi, une circulaire est arrivée pour interdire les tendances. Mais M. Kilolo, lui, il le fait sans aucun problème, sans être inquiété. Quand c'est Serge Kabongo qui le fait, monsieur est suspendu. Quand c'est moi qui le fais, je suis suspendu. Quand les autres le font, ils sont suspendus. Mais quand Maître Kilolo le fait, il n'est pas suspendu. Au contraire, il a droit à être cité dans un journal. Voyez-vous le problème maintenant? Maître Kilolo, qui est-il? Vous vous rappelez, c'était l'avocat de Bemba. Vous vous souvenez comment il traitait l'affaire de Bemba? Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Comment il traitait? Un peu comme si Bemba était arrêté dans une histoire de route. Hein. Il plaidait comme si Bemba était dans une histoire de contravention. C'était une route, il a violé le code de la route. Pourtant, il était accusé dans des choses assez sérieuses. Mais on n'a pas senti la ferveur, on n'a pas senti la pertinence. Moi, personnellement, je n'ai rien appris dans ces plaidoiries. Rien appris. En tant qu'avocat, je n'ai rien appris dans les plaidoiries de Maître Kilolo. Et je peux le dire aisément, je n'ai rien appris. Et quand on va encore prendre la deuxième affaire sur la subornation de témoins, M. Kilolo est cité dans l'affaire. Et on ne connaît pas pourquoi. Peut-être qu'il aurait été soudoyé. Je dis bien il aurait été. Je ne dis pas qu'il a été. Donc il y a beaucoup de choses. Mais, entre-temps, disons-le vrai, le problème de notre pays, le pays est malade de ses intellectuels. Quand dans un pays, les intellectuels refusent la conscience, refusent la science, ils tournent le dos à la science pour finalement suivre le ventre et la poche, ça va être compliqué. Regardez autant de tambourineurs autour du président Kabila. Est-ce qu'on peut imaginer des professeurs d'université qui font de prières, ils vont voir des féticheurs pour qu'ils quittent le corps professoral pour venir devenir ministre? On est dans quel pays? On est dans quel pays? Et ils sont en train de pondre de lois. Je dirais, enfin, ils sont là en train de consolider la dictature. Ils consolident l'anarchie. Ils consolident la mauvaise gouvernance. Ils pondent des lois, des articles qui pourront mettre en place un système dictatorial ou même un système hybride sans penser à l'avenir des Congolais. Pourquoi l'intelligence des hommes congolais sont au service du mal? C'est une intelligence qui a revisé la constitution congolaise de 2 tours à 1 tour. C'est une intelligence. Ce n'était pas un homme de la rue. Ce n'était pas une maraîchère. C'est un homme intelligent de ce pays. Je ne citerai pas son nom. Il était à l'initiative de la révision constitutionnelle. Il fallait reviser pour permettre au chef de l'État, pour permettre au candidat au pouvoir de se représenter à un seul tour et de ne pas faire le 2 tours. C'était toujours une intelligence. Ceux qui ont écrit les livres entre l'inanition de l'État et la révision constitutionnelle, c'est aussi des intellectuels. Vous allez vous rendre compte que la démocratie au Congo a été persécutée, a été trucidée, a été intoxiquée par les intellectuels, pas par les hommes de la rue, les intellectuels. Moi, je me pose la question, à quoi avez-vous servi dans ce pays? À quoi vous avez servi dans ce pays, chers intellectuels? On vous appelle professeur de droit, professeur de la Constitution, professeur du code pénal. Nous avons un professeur au Congo qui a dit que la subordination était la corruption, alors que les articles du code pénal étaient clairs. Mais on nous a inventé une théorie en s'appuyant sur ce que Miller dit. Mais vous vous imaginez?
Des intellectuels. Un pays se meurt lorsque les intellectuels tournent le fusil en direction de la population et pour protéger leurs intérêts. À quoi sert de tout gagner si on fait perdre tout un État? À quoi sert? Si on vous appelle professeur, c'est parce que vous avez la possibilité d'enseigner, finalement de transmettre les valeurs aux jeunes. Mais vous avez créé deux zones parallèles. Au Congo, nous avons la théorie qui est contraire à la pratique. Ce que nous étudions, ce n'est pas ce qu'on pratique. Et ça crée des problèmes sérieux. Un étudiant est perdu. On ne sait pas, nous étudions pourquoi. À quoi sert d'étudier si nous n'allons pas appliquer ce que nous avons étudié sur le terrain? Qu'avons-nous fait de ce pays? Qu'avons-nous fait de ce continent? L'Afrique entière attend le départ de la RDC. Mais nous avons une chance maintenant. La chance, c'est que si le président, le vrai président, sort de ses urnes, ce président pourra bâtir un État plus fort. Parce que ce pays est il faut dire, ce pays est plongé dans une sorte de bestialité. Oui, une sorte de bestialité. Les gens courent après le matériel. Personne ne suit l'intelligence. La route qui mène vers l'université du Congo, la plus grande université de Kinshasa, cette route est coupée, ça fait 3 ans. Figurez-vous, la route qui mène à votre université est coupée, ça fait 3 ans. Il faut prendre des détours pour aller à l'université. Voyez-vous le problème? Comment vous allez développer ce pays? Et par moment, je me pose la question, même le futur président aura du mal. Ce pays est infiltré dans sa moelle épinière. Ce pays est sous occupation terrible, vous le savez. Sous occupation des pays voisins. Le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, ce sont ces pays qui nous ont finalement infiltrés au plus haut niveau. Et cela est passé par où? Par l'éducation. C'est un pilier. Cela est passé par là. On a détruit l'éducation. En détruisant l'éducation, qu'est-ce qu'on fait? Finalement, on libère un peuple. On dit allez-y maintenant. Allez-y, faites de bruit. Et vous avez vu le peuple se lancer dans la bière. Le peuple s'est lancé dans l'ambiance. Le peuple s'est lancé dans les divertissements. Oubliant les jeux politiques. Oubliant sa douane. Oubliant les vrais problèmes de sa société. Les Congolais vivent comme des animaux. Les Congolais vivent comme des animaux. Il faut venir voir comment ils vivent. Vous allez vous rendre compte que ce ne sont pas des hommes. Les Congolais vendent devant la poubelle. Ils vendent devant la poubelle. Nous sommes dans un pays où l'hôpital est voisin d'un bar. L'hôpital voisin d'une terrasse. L'hôpital voisin d'un marché. Où avez-vous vu ça? Ça veut dire quand quelqu'un va à l'hôpital, l'hôpital est dans une poubelle. L'hôpital est dans une poubelle. Ça veut dire quand quelqu'un va pour un mot de tête, il en sort avec une typhoïde. Figurez-vous. Quelqu'un vient à l'hôpital pour un problème de jambes, il en sort avec un mot de ventre. Parce que l'eau qu'il a bu là-bas est indigeste. Non, mais c'est compliqué, mes frères. Le système médical, il est pourri. Pourquoi? Parce que l'homme politique n'a... Non, parce que l'élite a un regard ailleurs. Nous avons une élite qui suit les politiques. Une élite suiveuse. C'est-à-dire l'élite n'est pas un... L'élite ne peut pas suivre. Une élite n'est pas un suiveur. On peut dire n'est pas une suiveuse si vous voulez, mais je préfère garder ça au masculin. N'est pas un suiveur. L'élite, c'est la tête, c'est un leader. C'est lui qui réfléchit, qui dit non. Non, il faut qu'on change les choses. Il faut qu'on change les choses. Hier, je parlais comment on appelle, de l'éducation. Aujourd'hui, donnez-moi un peu de temps. Au mot j'en ai encore. Donnez-moi un peu de temps pour vous parler de comment les Congolais vivent en termes du système médical chez nous. La démission de notre élite. Et quand vous avez des articles comme ceux de Maître Kilolo, j'ai besoin de tomber. Quand vous avez des gens comme M. Kabassou, je ne sais pas moi, Hubert, j'ai envie de vomir. Je me dis, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Nous avons de sérieux problèmes dans ce pays, des sérieux problèmes. Mes frères et sœurs, le Congolais, quand il ne meurt pas parce qu'il est vraiment malade. Il meurt parce que le système médical est foutu. Lorsque nous allons à l'hôpital, on est en face de qui? Pour la plupart des cas, je veux dire sans embâche, des assassins, des fraudeurs, des acheteurs de diplômes. Pouvez-vous imaginer que même en médecine, on corrompt? Même en médecine, là où on ne pouvait pas corrompre.
Là où on pouvait se contenter même de 2 diplômes. Là où on pouvait se contenter même de 3 diplômes. Mais non, là on corrompt. Mais attendez, et puis vous allez voir, ils ont des titres, ils aiment des titres. Oh, neurologue. Ah, mon frère, tu es neurologue? Oui. Tu as fini où? Au campus. Ah, de Kinshasa, oui. Mais est-ce que vous avez un laboratoire de neurologie? Avez-vous les éléments de neurologie? Non, mais est-ce que vous comprenez un peu, mes frères et sœurs? Entre les mains de qui nous allons nous faire soigner? Combien de cas? C'est-à-dire pour une petite histoire césarienne. Une petite histoire césarienne. On dirait c'est un plaisir pour eux de déchirer les ventres des gens. Je ne sais pas, c'est une médecine sanguinaire. Il suffit qu'une femme fasse tocat. Mais c'est quoi l'affaire? Quel plaisir vous avez à déchirer les ventres des gens? Et ils déchirent les ventres. Aujourd'hui, depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, le taux de césarienne a finalement, je dirais, avancé comme vous n'avez aucune idée. Non, le terme n'est pas d'avancer, le terme c'est exploser. Vous pouvez avoir comme ça 2 femmes sur 5 se font opérer. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? C'est 2 femmes sur 10 qui meurent lors de l'accouchement. Mais tous les années, vous avez 32 000 médecins qui finissent. 32 000 médecins éjectés dans la société. Mais c'est quoi? Plus le médecin vient, plus il y a de morts. C'est compliqué, n'est-ce pas? Tout ça, ça relève de quoi? De votre système éducatif. Parce que vous n'êtes pas sérieux. Parce qu'un système éducatif foutu, ça veut dire que les médecins seront foutus, vos maisons se crouleront entre les mains de vos propres ingénieurs. Hein? C'est compliqué, mes frères. Le système éducatif. Faites un tour à l'hôpital Mama Emo. Faites un tour là-bas. Vous allez voir. Ça sent mauvais. J'étais l'autre fois avec mon ami Homo. Nous sommes allés voir un ami qui était à l'hôpital. Mais vous avez presque les nez bouchés. Presque le nez bouché. Tellement que ça sentait mauvais. Il y avait une odeur nauséabonde à l'hôpital. Et quand vous entrez dans la salle, entre guillemets, VIP, mais vous dites franchement, c'est pas sérieux ici. C'est pas sérieux. Les gens amènent leur drap de la maison. Les gens amènent le drap de la maison, les lits de la maison, la télévision de la maison. Et puis quand ils arrivent là, on dit ça c'est VIP. Alors, mais il n'y a pas VIP là-bas. J'amène mon lit, j'amène mon drap, j'amène ma télé, j'amène mes ustensiles de cuisine, j'amène tout là-bas. Figurez-vous, et puis on appelle ça VIP. Mais les gens payent, mes frères. Qui ne sait pas que l'hôpital n'est pas un bon milieu où l'on peut ramener les choses de l'hôpital à la maison? Est-ce qu'on peut se dire dans le sérieux? Je reviens avec... Et puis ça fait très souvent dans les grands hôpitaux, même à Kin. Les femmes, quand elles vont mettre au monde, elles amènent leurs draps. Et quand elles sortent de l'hôpital, elles sortent avec les draps. Mais donc, ça dit que vous amenez les microbes de l'hôpital à la maison. Aucune pensée médicale. Aucune politique de santé publique dans notre pays. Les gens boivent comme ils veulent. L'OCC ne fait pas son boulot. Et dans 20 ans, 30 ans, on aura des problèmes de diabète très élevés. On aura des problèmes de cirrhose des foies très élevés. On aura des problèmes de reins très élevés. Parce que les gens mangent n'importe quoi, boivent n'importe quoi et personne ne contrôle ce que les gens boivent. Personne ne contrôle ce que les gens mangent. Personne ne contrôle ce que les gens mettent sur leur peau. On aura des cancers de peau. On aura des cancers de sein, on aura des cancers. Alors qu'il y a là 50 ans, on n'avait pas ces choses. La preuve, allez faire un tour au village à Ikanga. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de cas de diabète là-bas. Et s'il y a des cas de diabète, dans l'historique de ces gens-là, ils étaient une fois en ville. L'alimentation pose un problème. La politique sanitaire, la politique de santé publique est prise à la légère dans ce pays. Un État qui ne prend même pas en charge 2 maladies. Mais il dit quand même qu'il est souverain. Mais quand il dit qu'il est souverain, vous savez qui aide quand les gens sont malades, paludisme ici? C'est ça. Ce sont les organisations internationales qui viennent vous aider quand vous avez des gens malades chez vous. Choléra, Ebola, ce sont les organismes internationaux qui viennent. Mais l'État congolais, vous prenez quoi en charge? Rien. Ça, c'est un point. Mais un autre point, c'est que ces hôpitaux, malgré ça, enregistrent beaucoup d'argent. Alors, beaucoup d'argent. Allez faire un tour à l'hôpital général des références de Kinshasa. Vous trouverez une petite facture à 1 200 000. Quelqu'un qui a fait 1 heure à l'hôpital, mais il vous dépense comme ça 800 000 francs. 700 000.
C'est difficile quand ta maman est morobi mana 3 à 30 000. On dirait au bicate. Et puis, il y a peut facture à 30 000 au on dirait au bicate. Tellement que les gens sont conditionnés qu'il faut dépenser beaucoup d'argent pour guérir. En réalité, on ne guérit même pas. Est-ce qu'on est sérieux, mes frères? À l'hôpital de référence, vous allez trouver les morgues. Oh, quel équipement! Les morgues mieux équipées. Mais salle d'urgence sous-équipée. Donc, vous savez que vous envoyez les gens à la mort alors. Vous voulez que les gens meurent? La morgue très bien équipée. Mais la salle d'urgence, il n'y a pas de seringue, il n'y a pas de bonbonnes.